Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce Connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédiée au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z, de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr, toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Ganaël, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le fondateur de Monsieur Barbier. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors en quelques mots, j'ai eu un parcours assez original. J'ai commencé par faire une thèse en maths appliquées et ensuite j'ai enseigné 3 ans à Subdeco Paris à l'époque. Maintenant ça s'appelle le SCP Europe, où j'enseignais les stats pour les anciens élèves qui nous écoutent, le marketing aussi, mais qu'il y avait une part qu'on appelait Decision Science, donc tout la modélisation des décisions marketing, et aussi le développement durable à l'époque parce que ça commençait à monter et aucun prof voulait s'en charger. C'était en 2006-2007 que j'ai commencé à enseigner. Ouais. Ça devenait un gros sujet pour le marketing et les profs traditionnels ne voulaient pas trop s'y coller, donc c'était les petits nouveaux comme moi qui ont fait les premiers cours. Et donc comme je n'avais pas trop de matériel, on avait fait un cycle de conférences où on fait venir des professionnels qui abordaient la question. Puis on a développé des méthodes, des serious games, un bouquin qui s'appelle Marketing et développement durable. Donc voilà, je suis passé des maths au green en quelques années, mais je trouvais ça passionnant. Mais attends, qu'est-ce qui a motivé un mathématicien, un ingénieur, enfin tu es un profil plutôt scientifique, à aller dans l'enseignement en fait, c'est ça, parce que c'est quoi Ah oui, ce qui me plaisait c'est de pouvoir approfondir des sujets, mais est-ce que dans tout ce qui est enseignement, aujourd'hui, il y a une grande partie recherche, donc j'ai pu continuer à développer des mathématiques qui me plaisaient. Quand j'ai abordé le sujet du développement durable, aller enquêter auprès de ceux qui faisaient vraiment des choses intéressantes. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? Parce qu'on m'a demandé, on t'a demandé, et je me suis dit c'est un sujet nouveau. Même les Américains n'ont pas écrit grand-chose en green marketing, à part un peu des banalités. Et c'était un monde quand même très ingénieur. Quand on regarde l'analyse du cycle de vie, donc le produit de la poussière, on voit tous ses impacts en comptant la prod, le transport, le recyclage potentiel, même l'usage par le consommateur. J'ai dit, là, il y a une manière de regarder l'économie par un nouveau prisme qui est très sympa, qui est le côté vie du produit, alors que d'habitude, on regarde une petite phase, suivant les silos, qui est morcelée. Donc, ça génial, c'est génial que tu parles de ça maintenant, parce que tu sais qu'on va y revenir à la fin de l'interview. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Après, combien de temps tu as enseigné ? J'ai enseigné 3 ans, parce que c'est la chambre de commerce, elle fait des CD 3 ans. Et ensuite, j'ai rejoint Ernst & Young, qui avait un développement durable, justement, pour l'audit extra-financier, mais aussi pour le conseil. Et là, pendant 2 ans, on a développé une offre de conseil en marketing et développement durable qui m'a beaucoup plu. Concrètement, c'était tes clients, c'était qui ? Total, L'Oréal, Saint-Gobain. Le CAC 40 en quelque sorte. Le CAC 40 qui avait déjà une démarche avancée en développement durable, mais qui était trop souvent restreint au département développement durable. Et donc, il fallait que le marketing le prenne en main pour qu'ils travaillent ensemble, que ce soit répercuté en termes de com au point de vue de client, ou pour que le marketing pense un peu le développement produit différemment en disant si je pense à tout le cycle de produit, pour avoir un produit éco-conçu, donc pas seulement avec une composante green. Parce qu'il y a du marketing, mais il y a du produit en fait aussi, et c'est vachement lié les deux quand même. Ce qu'on appelle la partie développement dans la direction marketing, c'est eux qui pensent les produits. Donc s'ils les pensent avec les mecs du développement durable, c'est quand même pas mal. Et on a eu du coup des super projets. Des fois, c'était des projets pilotes ou c'était des projets de transformation de long cours comme Sharing Beauty with All de L'Oréal, qui est un progrès continu sur 5-10 ans pour complètement transformer leur c'est des programmes en fait. C'est un gros programme et qui finit par impliquer tout le monde et qui est même dans le système d'information. Donc on rigole plus sur une ou 2 OP rigolotes. C'est vraiment une transformation aussi forte que la transformation digitale. Pour moi, c'est les 2 grandes transformations qui traversent. Je partage complètement ton point de vue. Le passage de ESCP Europe, Ernst & Young, il n'y a pas un petit choc des cultures là ? Ouf. C'était une équipe en fait qui était
beaucoup dans la recherche aussi de comment on va mettre des méthodos en place pour vérifier un rapport extra-financier, donc surtout les impacts, comment on va mettre en place une méthode d'accompagnement, etc. Donc moi, on ne se rejoignait pas sur le côté enseignement, bien sûr, mais sur le côté recherche, c'est-à-dire la recherche en management, c'est quand même mettre en place des méthodos, des process, faire des case studies, etc. Et là-dessus, avec les deux associés, les deux Eric Duvaux et Eric Munier, que je salue s'ils m'écoutent, c'était génial de pouvoir construire sur une terre qui était un peu vierge à l'époque. Même maintenant, tout n'est pas aussi bien structuré que dans d'autres domaines. Donc il y avait ce côté R&D, mettre en place R&D en management, mais ça existe aussi, mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles approches pour traiter ces sujets qui étaient très fluffy. Au début, tout le monde disait un peu tout et n'importe quoi. Voilà, tu y restes 2 ans. J'y reste 2 ans et ensuite avec un collègue qui lui était plutôt au ministère de l'Environnement, on se dit c'est bien d'en parler avec des grands groupes ou de voir les plans stratégiques, mais quelque part le marketing bloque parce que quand on en parle au grand public, c'est forcément punitif, laborieux, un peu moche comparé aux produits traditionnels. Donc, on avait décidé de faire un média qui rendait sexy le développement durable ou la responsabilité sociale, qui s'appelait Soon Soon Soon, qui était un média de la prospective où on imaginait un futur sympathique, quoi. Parce qu'à chaque fois, les visions du futur qu'on avait étaient compliquées. Donc, on disait... C'est un euphémisme. Voilà. Demain, il se passera ceci, cela, on aura changé telles habitudes pour que les gens puissent se projeter sur quelque chose de plus sympathique. Et en plus, c'était un média crowdsourcé, donc... plein de gens qui bricolaient des trucs ou qui avaient des initiatives, les envoyaient et on les amplifiait. Donc ça a pas mal marché. On avait un partenariat avec 20 minutes. Puis après, on avait des partenariats avec les grands groupes où on leur remontait plein d'innovations intéressantes pour eux. Et du coup, on est devenu, à la fin, il y avait 500 000 fans sur Facebook. On est devenu un peu l'AFP des bonnes nouvelles pour les grands groupes. Ça, c'est ta première aventure entrepreneuriale. Voilà. Elle s'est finie comment ? Elle s'est finie par le rachat de Soon 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 par un groupe de com qui s'appelle Angie, qui faisait beaucoup de com corporate et qui avait besoin de se renforcer sur la partie innovation, donc comment les groupes en interne et en externe partagent leur politique d'innovation et comment aussi ils s'ouvrent dans une innovation ouverte à des pépinières, des jeunes boîtes, etc. Et donc c'était assez C'est une bonne fin ? Oui, très bien. Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette première expérience qui a duré, si j'en crois ton profil LinkedIn, 5 ans ? Ouais, elle a duré un moment. C'est que ce qui compte beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est la ténacité. Parce qu'on était souvent dans des incubateurs avec plusieurs autres boîtes. Et parfois, il y avait des gens qui avaient de bien meilleures idées que les autres ou qui étaient bien plus talentueux que les autres. Et forcément, ce n'était pas nécessairement les projets qui ont le plus abouti derrière. Ça m'a impressionné. Parce qu'on voyait au fur et à mesure du temps les gens autour de moi. Je me suis aperçu que les projets qui réussissaient, alors le nôtre en a eu un succès quand même d'audience qui était fort. Après, monétiser un média, c'est toujours compliqué, mais on y était quand même arrivé, donc on était content de nous. Mais par contre, j'étais surpris des réussites autour de nous et je me suis dit, en fait, la valeur numéro 1 de l'entrepreneur, c'est la ténacité, mais est-ce que en restant tenace, il va finir par comprendre des trucs que les autres n'ont pas compris, mais qu'ils n'ont pas cherché assez longtemps. Il va finir par retourner son idée, même s'il est têtu, à la pivoter un petit peu. Il va finir par être connu dans la place, donc on ira vers lui. Donc cette idée que celui qui tient le plus longtemps, il a quand même beaucoup plus de chances de gagner que les autres. A priori, je ne pensais pas que c'était ça. Je me disais, c'est celui qui a la meilleure idée ou qui est vraiment plus smart que la moyenne. Voilà. C'est bizarre hein, comme constat peut-être, non, c'est la valeur de la persévérance. C'est un bon constat. Et donc en 2015, tu fondes Monsieur Barbier. Oui. Bon, tu portes une barbe, hein. Oui. Personne ne te voit, mais je le dis. C'est en dehors de ce détail. C'est quoi qu'est-ce qui fait ce pivot ? Qu'est-ce qui fait que tu changes, que tu te lances dans cette aventure ? On en parlait beaucoup avec Soon de l'innovation et du développement durable, etc. Après, concrètement, même si on a aidé à faire des tremplins pour que des projets se concrétisent, nous, on ne faisait pas de choses concrètes. Et moi, je me suis dit, si je mixe mon expérience un peu en développement durable et en digital, je peux arriver à faire du marketing produit un peu différent, quoi. Donc, toute l'idée de Barbier, c'était ensuite de créer une offre de produits pour hommes qui soit plus naturel que la moyenne. Alors pourquoi l'homme ? Parce que c'était le milieu le plus sinistré. Dans ce que j'avais vu que l'homme étant moins soucieux de regarder la listing key et achetant plutôt au coup de cœur la dernière pub qu'il a vue ou autre,
les industriels, c'était quand même pas mal lâché. Si vous regardez la composition aujourd'hui d'un produit grande conso pour homme, c'est une boucherie, alors que pour la femme, on est allé bien plus loin. Donc je me dis, là, il y a une petite opportunité. Donc la gamme est bien sûr 95 à 100% naturelle. On commence à avoir les certifications Donc écossaires. en fait, ton idée, c'est de dire, je vais développer une ligne de produits cosmétiques, pas Pour- que... Cosmétique, alors C'est quoi? Comment c'est tu ce la qu'on appelle qualifies? le male grooming, c'est-à-dire que c'est se faire beau, quoi, grosso modo. Donc les nettoyants visage, le rasage, le soin de la barbe, le soin des cheveux. Donc voilà, tout ce qu'il y a autour du lavabo d'un homme dans sa salle de bain, quoi. Donc avec des produits beaucoup plus sains que Oui. ce qui se trouve en grande distribution. Voilà, ou même en parfumerie, c'était assez nouveau. Vraiment, personne s'y intéressait à faire des produits Et clean pour hommes. comment tu fais là, quand tu as cette idée-là, tu veux te lancer, comment tu produis, comment tu fais, comment tu te sources, comment... Bah, en fait, je vais voir le spécialiste à Paris, en tout cas des formulations vertes pour les produits cosmétiques, qui s'appelle Savoir des Peuples, qui a lancé ou accompagné beaucoup de marques pour faire. Et c'est la première fois qu'il faisait des produits cosmétiques pour hommes. Première fois qu'on lui en parlait. Il dit ça peut être compliqué parce qu'une crème de rasage a beaucoup de caractéristiques. Ça doit être nacré, un peu dense, collé à la peau, moussé si on l'utilise avec un blaireau. Mais le challenge est intéressant, quoi. Et donc il s'est dit, si vous êtes prêts, vous, à miser un tout petit peu sur les premières productions, pour que quand même notre investissement soit à vous et à nous soit amorti dans le temps et qu'on fonce ensemble, on vous suit, quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir l'accord des spécialistes et donc je remercie encore Daniel Joutard de nous avoir suivis et Jean-Claude Le Joliffe qui est un peu un gourou pour moi de la cosmétologie, qui a tout développé chez Chanel en cosmétique et qui maintenant aussi parraine certains projets. Donc avec eux deux, on s'est dit, c'est quand même sympa d'essayer de faire bouger voilà, l'homme et surtout sur des produits qui n'avaient jamais eu de version naturelle. Mais alors, moi, je comprends que tu as construit ton offre. Maintenant, il n'y a pas, en quelque sorte, le marché à éduquer. Si, et il n'est pas éduqué. C'est pour ça qu'en fait, on n'en parle pas des masses. Si vous allez sur le site de M. Barbier, bien sûr, dans la partie composition, bien sûr, dans les messages, on parle du fait que ce soit des produits naturels, mais ce n'est pas notre argument principal, parce que le marché, il n'est pas prêt. C'est ça, donc je voulais en venir sur ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu racontes à tes clients cibles? Parce que là, maintenant que tu as ton produit, quand tu te lances, il va falloir trouver les clients. Comment tu t'adresses à ces gens-là? En fait, on a eu un peu une chance d'un point de vue purement analyse de marché et marketing. C'est-à-dire que l'homme, il avait les marques pour hommes qui étaient en supermarché, où il avait les marques de parfumerie, mais qui étaient toutes des déclinaisons de marques pour femmes. Clinique for Men, Vichy for Men, Clarins for Men, etc. Il n'y avait pas de marque sympathique pour hommes en parfumerie. Donc en haut de gamme, au lieu d'avoir des produits entre 5 et 10 euros, d'avoir des produits entre 10 et 30, 40 euros qui soient pour une marque homme pour les hommes, quoi. Il y avait eu Nickel qui était une très belle histoire, mais qui était terminée. Et donc ça ouvrait une perspective de marché top. Et pour justement proposer des produits un peu plus chers, c'était bien parce que nous, au début, on avait des coûts qui étaient plus élevés des formulations naturelles, de ces nouveaux process de la R&D. Et ça pouvait être porté par du coup ce marché-là qui est un marché de création de valeur, alors que la grande distribution, c'est souvent 4 pour le prix d'un et des compos pas terribles. Mais qu'est-ce que tu leur racontes comme histoire à tes clients potentiels là? Qu'ils vont retrouver le plaisir du rasage. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir... il y a un bon côté à ces formulations naturelles qui est que les approches plus naturelles sont aussi plus sensorielles. Je vous donne un exemple tout bête, mais une crème de rasage, ça protège beaucoup plus la peau qu'une mousse qui est bourrée de produits synthétiques. Donc nous, on n'avait pas le droit de faire la mousse parce que forcément, c'est bourré de produits synthétiques et de gaz et c'est impossible à recycler, etc. Alors que sur les crèmes, c'était nickel. On pouvait faire une crème qui a été améliorée dans le temps, parce qu'au début, c'était la toute première qui se lançait dans le secteur, donc c'était perfectible, mais avec le retour client, on l'a amélioré. Et avec une crème, il y a plus de sensorialité, parce qu'elle a un parfum, parce qu'on masse la peau, etc. Et si on s'amuse à la monter avec un blaireau, ce que plus personne faisait, mais qu'on a essayé de remettre au goût du jour, le rasage était presque un plaisir, alors qu'avant, c'était un truc fonctionnel, je veux plus de poils, donc je prends le truc le plus efficace, le produit ressemble à un produit de tuning avec des lasers et tout, bon, assez tristouille. Voilà, que si on a la
peau sensible, il y a des avant-rasages qu'utilisaient les barbiers. Donc, c'est une lotion un peu huileuse qui va mettre un film protecteur sur la peau et ramollir le poil avant le passage de la lame. Donc, ce qui était une corvée pour les gens qui ont la peau très sensible, il y avait un avant-rasage. ProRaso en développé en Italie, d'autres en Allemagne, mais il n'y en avait pas en France et ce n'était pas disponible. Et donc, ça, c'était le meilleur moyen aussi de ne pas utiliser 4 fois la bonbonne parce qu'on y va par petits à coups, on utilise des tonnes d'eau. Donc finalement, il y avait quand même, et c'est pour ça que je dis j'ai eu de la chance, une synergie entre des gestes plus verts et des gestes plus Sensoriel. Voilà, plus plaisants, plus confortables. Voilà. Pour l'utilisateur, comment tu as fait et comment tu, j'imagine, continues à faire pour recruter tes clients? Est-ce que c'est avec les canaux d'acquisition traditionnels que tu peux les recruter? Comment tu as fait? Comment tu fais? Au début, on avait le web avec tous les partenariats qu'on avait avec les fans de rasage. Alors, je sais que ça semble bizarre, mais c'est une micro-niche, mais il y en a. Il y a des forums de gens qui testent plein de produits de rasage, qui aiment le rasage traditionnel, c'est-à-dire au coupe-chou ou avec le rasoir double lame, le rasoir qu'on appelle aussi rasoir de sécurité, et qui aiment tester les produits. Et quand on arrivait avec des produits français, il n'y en avait plus beaucoup dans le secteur du rasage, même s'il y a le Père Lucien et quelques autres, c'était rare de voir une nouvelle marque émerger, qui était plus naturelle, qui avait un ton aussi très pop. Vous pouvez le voir sur le site si vous passez, c'est très coloré, très vivant, des clins d'œil. Donc on a été porté par eux, par les influenceurs, même s'il n'y en a pas beaucoup aussi chez l'homme qui aimait la cosmétique et le soin. Et petit à petit, on a fait notre place en ligne. Et après, le second relais de communication, ça a été quand on a eu la chance de travailler avec la distribution, où eux, ils ont une force de communication assez importante de par le point de vente, parce que le produit devient visible, de par les... Ça veut dire que là, tu es distribué, parce que là, tu parles des canaux de distribution, c'est intéressant. Donc, il y a bien sûr nativement le site internet. Ouais. Et puis, petit à petit, tu as intégré les circuits de distribution plus classiques. Ah ouais. Et en fait, c'était presque... on en parlait à la conférence justement aujourd'hui, presque un blasphème d'être dans la distribution quand on a une DNVB. Et moi, venant d'un monde un peu plus analytique, on va dire, j'ai dit, écoutez, pragmatique. Ils ont une connaissance métier. À chaque fois que je fais une réunion avec eux, j'apprends plein de trucs. Ils ont une légitimité parce que du coup, ils sélectionnent pas tous les produits. Donc, quand ils en prennent un, nous, on n'est pas juste une marque parmi d'autres. On est une marque de la sélection Nocibé ou de la sélection Birchbox. Ça rassure les clients. Ils ont une audience dingue sur leur site, sur leur emailing, sur leur catalogue. Ils font encore des beaux catalogues papier, etc. Et au final, beaucoup de clients ne vont pas aller sur un site pour acheter leur crème de rasage alors qu'ils achètent leur parfum Yves Saint Laurent par ailleurs. Donc, il y a quand même beaucoup de critères qui font que rester de manière dogmatique dans un modèle purement web parce que la distribution, c'est les méchants, moi, je ne les ai pas trop vus comme des méchants. Évidemment, ils ont une marge, mais tu t'y retrouves. On s'y retrouve et cette marge correspond à un travail qu'on sous-estime parfois. Et aujourd'hui, c'est quoi la proportion des ventes entre le canal web et la grande distribution? Alors, web, tout confondu, c'est 50%, mais en comptant e-commerce et e-retail. Ouais. Et 50% de distribution physique à travers les distributeurs, ce qui est le ratio que je rêverais de pouvoir poursuivre. Ouais. C'est-à-dire, normalement, la distribution physique, ça va un peu plus vite, parce qu'on est petit à petit étendu de 100 magasins à 400 magasins, donc ça va vite. J'aimerais qu'on arrive à suivre aussi vite sur le web. Sans donner, parce que là, je crois que, tu me le disais avant qu'on commence l'enregistrement, là, tu es en pleine phase de croissance. Mm-hmm. Tu peux nous donner sans dévoiler des secrets, des métriques qui nous permettent de voir cette croissance-là, des volumes de vente. Nous, on double chaque année depuis 5 ans. Donc, on est parti de très petit. Donc, c'est pas très difficile au début de doubler. Après, de se garder ce rythme-là, ouais. Et comment parce qu'au début, tu étais, j'imagine, comme tout le monde, en mode bricolage. Oui. Petit à petit, tu as dû professionnaliser un certain nombre de choses. C'est quoi les process ou les outils que tu as déployés qui t'ont aidé à structurer cette croissance? Alors, au début, c'était pas mal une croissance en ligne. Donc, on a développé notre propre site parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités sympas sur le site du type de l'abonnement aux produits, avec des abonnements dont on peut changer la fréquence, reporter, etc. On voulait être complètement libre. Donc, on a fait pas mal d'A/B testing. On a fait beaucoup évoluer le site par nous-mêmes. Donc, c'est là que se portaient l'effort.
Après, bizarrement, moi, je me suis retrouvé à penser des process logistiques parce qu'on se mettait à avoir la distribution. Et le critère numéro 1, c'est la disponibilité des produits pour eux. Donc, tu as ton propre centre logistique. Ouais, à Nîmes, dans le sud, parce que je viens de là. Et on a notre entrepôt avec nos process. Il fait quelle taille? On fait nos palettes. 200 mètres carrés, c'est tout petit pour un entrepôt. Mais Et bon, les produits, ils sont petits. les produits sont petits. Non, mais c'est vrai, ça prend pas beaucoup de place. Non. On peut avoir facilement des milliers de produits sur une palette. Ouais. Donc, et tu livres à la fois à tes clients et la grande distrib depuis exactement. cette plateforme. Exactement. Et ça, c'était top parce que au début, moi qui connaissais mal la logistique, imaginez que les stocks soient dispatchés à droite à gauche, que l'un fasse l'e-commerce, l'autre fasse le B2B, parce qu'ils font rarement les deux, les logisticiens. Et notre e-commerce est particulier, parce qu'on envoie souvent par enveloppe pour des raisons environnementales et des raisons de coût. On va y venir. Voilà. Et pour la grande distribution, au début, on s'est amusé... la distribution, pardon. Donc, Birchbox, Passion Beauté, Nocibé, Monoprix, où on travaille dans les monobeauty. On faisait beaucoup de collabs au début. Donc, un coffret en édition limitée de 500 exemplaires ou 5000 exemplaires. Donc, le co-packing est spécifique pour ça. Une opération avec un film. On a souvent des opérations avec des films. Là, c'est le nouveau Terminator avec une série spéciale, des goodies à l'intérieur. Et toute cette agilité, on va dire, pour faire vivre la marque et faire évoluer les produits aussi facilement, c'était difficile si on n'internalisait pas ces process-là. Très bien. Et tu as structuré ton équipe en même temps, j'imagine. Aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, on est 5. Non. Si. Non. Si. Il y a une personne qui est avec... Donc, c'est génial. Que je salue, qui est vous avec êtes moi hyper à Nîmes efficace, et qui les gars. fait l'entrepôt. En même temps, on a cru assez lentement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Tu me dis 50% de croissance par an. Oui, aujourd'hui, on est à 500 000 euros. Mais est-ce qu'on est parti de 15 ou 25 000 euros la première année? Mais n'empêche que quand on double, quelle que soit la taille du début d'année, à la fin de l'année, on a dû modifier pas mal de trucs. Donc, on a cru lentement. Donc, on a eu le temps quand même de mettre des process en place. La logistique, maintenant, il y a beaucoup de trucs qu'on maîtrise, qu'on a mis un petit moment à apprendre. Mais on a aussi demandé à des gens qui savaient mieux faire que nous. Et on est assez efficace. Peut-être pas autant qu'un gros logisticien, mais pas loin. Surtout que beaucoup d'outillages, y compris dans les process, ont été démocratisés pour des petits. Donc, tu commençais à en parler, justement, merci pour tous ces détails, c'est vraiment passionnant. Non, mais de vivre de l'intérieur, cette aventure, elle est vraiment incroyable. Tu as commencé à en parler depuis le début de notre échange. Là, tu as commencé à évoquer les enveloppes. C'est la question d'ouverture à la fin de cette interview que je pose à tout le monde. Justement, comment tu maries le e-commerce et le développement durable, la transition écologique, enfin tous ces enjeux-là. Tu as déjà apporté beaucoup d'éléments de réponse. Je pense que tu es la bonne personne pour compléter un peu ces réponses. Parle-nous des enveloppes. Dis-nous un peu ce que ça évoque chez vous. Pour quelqu'un qui vient du développement durable, ce qui m'embête, c'est quand on parle que du produit. Parce que le produit en lui-même peut être bien, mais son usage peut être très compliqué. Sa fin de vie est très compliquée aussi. Le recyclage des batteries des voitures électriques. Et le process amont aussi peut être un peu dirty. Avoir un produit bio qui a fait beaucoup de kilomètres par avion, c'est compliqué. Donc moi, j'aimais bien voir la totalité du produit. Et autant sur le produit, on a fait le maximum, mais on était au même niveau que les bons produits féminins dans le naturel et le bio. Autant sur le reste, là où je pensais qu'on pouvait un peu surclasser tout le monde, c'était sur les process, vu qu'en plus on maîtrisait la logistique. Et donc on s'est mis à faire des tubes plats, par exemple, pour pouvoir les envoyer par courrier. Parce que l'envoi par courrier passant par le circuit postal normal, qui de toute façon a lieu, a un impact environnemental vraiment très très marginal, comparé au colis qui souvent a un réseau à part, a du suremballage, a du poids inutile, etc. Et donc, typiquement, ça va de ce process-là, comme les cartons qui sont utilisés dans les usines pour que vos produits vous soient apportés après. On leur a livré depuis une cartonnerie proche des cartons que nous, on pourrait réutiliser pour être sûr du réemploi et avoir zéro déchet. C'est génial que tu parles de ça parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est commun à beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises. Je suis convaincu par ce que tu dis. Il y a le produit, c'est bien. Mais il y a les process tout autour du produit. Exactement. Et eux, souvent, ils pèsent bien plus que le produit. Bien sûr. c'est là où il y a l'impact, où la marge pour avoir un impact la plus forte dans tous ces process.
Exactement. Et c'est ce qu'on appelle l'ACV, donc l'analyse en cycle de vie, qui va dire quel est le réel impact global du produit. Et parfois, même si lui, il a des caractéristiques intrinsèques qui sont super, son impact global est 4 fois supérieur. Et au final, il est plus mauvais pour l'environnement qu'un produit plus traditionnel. Donc c'est très important, même si le public n'est pas encore complètement éduqué, il est encore sur le produit, c'est déjà bien, d'anticiper l'avenir si on veut durer et d'essayer de gagner un avantage compétitif là où d'autres n'ont pas encore pris ce problème en main. Bah écoute, c'est à mon avis une démarche qui est particulièrement intelligente et bien pensée. Merci Gaël merci à vous. Pour tous ces échanges vraiment de qualité et ces efforts de transparence, c'est très appréciable. Donc longue vie à Monsieur Barbier. Merci. Merci encore à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et ça me fait bien plaisir de recevoir vos mots d'encouragement. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, vous êtes plus de 60% à le faire. Merci de le noter 5 étoiles. C'est comme ça qu'on ressort et qu'il est promu. Et puis, pour les autres, partagez autour de vous le nom des Digital Doers. Si vous voulez me joindre ou m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement depuis le site lesdigitaldoers.com. Merci. Au revoir.